merci déjà à tous d'être venus. Ça me fait très plaisir de pouvoir être là ce matin et de pouvoir un peu parler d'un sujet qui, j'imagine, doit vous intéresser ou au moins sur lequel vous êtes à minima sensibilisé. L'idée, c'est que je voulais pas du tout faire une presse avec la trame, comment construire un pitch, comment faire une bonne présentation. Ça m'intéressait pas du tout. Il y a déjà du très bon contenu sur Internet et je vous le passerai. Je pense à Jean de la Roche-Brochard, notamment de Kim Aventure, qui a fait un super boulot, que ce soit sur des templates. L'idée, c'est plutôt de faire 30 minutes vraiment où on va faire vraiment de la théorie et des choses assez simples, et derrière de passer du temps notamment sur vos questions. Est-ce que vous voulez me montrer vos decks? Est-ce que vous voulez me montrer un petit peu votre stratégie de roadshow? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Barthélémy. Bart, ça passe très bien aussi. Qu'est-ce qui me rend un minima légitime pour faire cette presse ce matin? C'est que je suis passé par un peu les deux camps. Déjà d'une, en tant qu'entrepreneur, j'ai levé des fonds plusieurs fois, et la deuxième, c'est que j'investis aujourd'hui très régulièrement dans des boîtes, donc je vois beaucoup de decks passer. Alors je le fais plus comme un loisir que vraiment comme une activité professionnelle, mais je vois du coup énormément de decks passer. Je vois beaucoup de petites erreurs ou de petites choses qui pourraient vraiment être améliorées, et c'est vraiment des détails. Donc l'idée dans un premier temps, c'est vraiment de faire un mini récap, et après de voir toutes les erreurs que je vois. Vous allez voir, c'est des gros mots-clés, c'est des grosses idées. Toutes vont peut-être pas vous parler, mais au moins il y a certaines choses que vous aurez envie d'améliorer. Du coup, je fais un récap sur la trame et la composition de votre pitch. Il y a eu un très bon article de Jean de la Roche-Brochard que vous pouvez trouver sur Medium. C'est vraiment sa trame. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou si c'est quelque chose qui ressort des États-Unis, mais en tout cas, l'idée qui est vachement intéressante derrière ça, c'est qu'il y a 6 blocs. Après, à vous de voir dans quel ordre vous voulez les mettre. Ce qui compte, c'est de vraiment raconter une histoire, mais il faut que absolument dans votre deck, vous ayez ces 6 blocs-là. C'est vraiment hyper important. Grosso modo, pour les 6 blocs, le premier bloc par lequel on commence très souvent, c'est problème-solution. C'est pas forcément un impératif, on le verra après. Le premier bloc, c'est sûrement le plus important, celui que vous allez mettre dans votre pitch, mais c'est surtout votre énorme point fort. C'est ça que vous devez mettre en premier. Si vous avez bossé pendant 10 ans chez Google, vous commencez avec votre slide équipe. Vous ne commencez pas forcément avec votre marque ou avec le problème ou encore avec la cible marché que vous voulez attaquer. L'idée, c'est vraiment essayer d'avoir une slide sur chacun de ces points. Donc si on fait un petit récap par bloc, premier problème, donc problème, opportunité. La différence entre problème et opportunité, c'est que toutes les boîtes ne résolvent pas des problèmes. Certaines boîtes vont aussi résoudre des opportunités de marché. Typiquement, un très bon exemple que tout le monde connaît, je pense que c'est Free avec Xavier Niel. Il n'y a pas forcément de problème, il y a une énorme opportunité de marché où il y a 3 acteurs qui font un espèce d'oligopole où ils se mettent d'accord. Bon, moi j'arrive et je casse les prix et il y a une opportunité de marché comme ça. Donc vraiment, pensez-le en termes de problème et à la fois opportunité, notamment quand c'est sa première boîte. On n'est pas toujours en train de résoudre un vrai problème, mais on est plutôt sur une opportunité de marché. Et c'est aussi des business dans le temps où vous verrez, vous, de plus en plus de l'opportunité qu'il y a chez vous. Très souvent, il faut accompagner le problème ou l'opportunité d'une raison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette opportunité elle existe? Pourquoi ce problème existe et pourquoi il n'est pas résolu? C'est très important d'expliquer pourquoi le problème n'est pas résolu aujourd'hui. Si demain vous voulez faire, je sais pas, un sujet que je connais bien, si demain vous voulez faire un site de rencontre, dire aujourd'hui les gens sont de plus en plus célibataires, c'est tarte à la crème, il faut expliquer pourquoi aujourd'hui les sites de rencontre n'ont pas intérêt à ce que les gens ne soient plus célibataires. Il faut vraiment l'expliquer. Moi, je recommande vraiment de faire une idée égale une slide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit un VC, un BA ou un investisseur, il lit votre deck à cette vitesse-là. Donc, il y passe 2 minutes. Donc, si tu lui mets trop de choses sur une slide, tout simplement, en fait,
il va bugger. Notamment au début, tes 3 premières slides, vraiment, il faut qu'elles soient épurées, simples et limpides. Vraiment, c'est un des conseils que je peux te donner. C'est l'accroche que tu as au début. Mais, ensuite, il y aura une partie sur votre produit. Proposition de valeur, mettre une démo, quelques impressions écran, quelques photos, photos de vos clients avec votre marque et une partie feedback. Qu'est-ce qui prouve que vos utilisateurs, ils aiment vraiment ce que vous faites? Donc ça peut être un témoignage utilisateur, ça peut être des Google Reviews, ça peut être limite une mini vidéo avec des témoignages clients réels. Vraiment une preuve sociale que votre produit y plaît. Un autre bloc qui est important et qui est très dur les premières fois, enfin en tout cas moi je le vois, c'est vraiment cibler son marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un célèbre deck de Airbnb qui a été très populaire et qu'on voit beaucoup sur SlideShare ou LinkedIn, où en gros ils montrent le marché du voyage qui fait des milliards et des milliards et ils te disent bah, moi si j'arrive à prendre ne serait-ce que 0,1% de ce marché-là, et ben moi ma boîte aussi sera une boîte qui fera des milliards. Bon, il s'avère que dans leur cas, ça s'est avéré vrai. Ils ont eu beaucoup de chance et c'est vrai qu'ils ont eu une bonne intuition. La réalité des faits, c'est que quand on voit des entrepreneurs, on a souvent un peu ce biais-là de voir ok, le marché est énorme et moi si j'en prends une toute petite partie, ça marcherait. La réalité, c'est qu'on veut beaucoup plus voir aujourd'hui quelle est la taille de marché que vous allez accéder grâce au premier fonds que vous allez lever. C'est vraiment ça. Si aujourd'hui vous adressez un produit qui s'adresse uniquement au DNVB et que dans un deuxième temps vous ferez tous les sites e-commerce et puis après dans un autre temps vous ferez toutes les marketplaces, et ben, si votre première levée de fonds et votre premier objectif c'est de cibler toutes les DNVB en France qui font plus d'1 million par an, bah, la réalité c'est que là sur les 12 mois vous avez un marché adressable potentiellement entre 200 et 500 boîtes. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de montrer. Moi il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est on n'éclate pas un ballon avec un livre, on utilise une aiguille. Donc vous aurez même beaucoup plus intérêt dans votre marché à le réduire au plus petit possible. Vraiment, limite, ne pas hésiter à mettre vos 15 prochains clients, vos 15 targets, les 15 leads que vous êtes en train de closer et les 15 leads que vous avez closés le dernier trimestre. Tu peux, effectivement, ça peut être une bonne stratégie, ça peut être une très bonne stratégie, ça peut être de faire 2 slides marché. De faire une sur ton marché très global, ok, je monte, je m'y connais, j'ai lu 2-3 études de marché, du coup je connais la taille, mais en fait généralement c'est pas assez pertinent. C'est pas pertinent aux yeux d'un investisseur. La cible de l'aiguille. Exactement. L'idée c'est ton aiguille. C'est la slide qui sera la plus pertinente pour ton deck. Il y a une autre slide qui est très importante et que souvent on loupe un peu, elle est un peu dure à faire, c'est celle du positionnement. On le voit très souvent, c'est les 2 courbes, une verticale, un horizontal. Et vous, votre boîte, vous allez vous débrouiller pour la mettre tout en haut à droite. Et vous allez mettre Facebook en bas à gauche. Et ça fait pas forcément de sens. Moi, ce que je préfère dans ce genre de slide, c'est soit de mettre par exemple un tableau comparatif, donc avec des features ou des values ou des cibles, et de faire des cases à cocher et de montrer que vous en avez potentiellement plusieurs. Une autre slide qui peut être très bon, ça peut être vraiment de mapper l'écosystème. Pas forcément de vous mettre en haut à droite, mais dire bah voilà, tels acteurs ils attaquent telle cible, tels acteurs ils ont tel positionnement. Du coup, il y a une opportunité de marché parce que telle cible avec tel positionnement n'existe pas. C'est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire tel acteur pèse tant aussi en chiffre d'affaires. Ouais. Rentabilité de temps si tu arrives à avoir des éléments dessus. Comme ça permet de te situer par rapport à un écosystème. Ouais, exactement. Ouais. Parler de la marge, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Chiffre d'affaires et marge. Cible et marge, généralement. Ça peut être très intéressant. Et donc, du coup, tu dis un tableau où tu mets potentiellement des features. Ça marche très bien, notamment le tableau avec les features. Ça marche très bien dans les domaines du SaaS et sur des équipes qui exécutent très vite et très bien et qui ont une bonne base produit. Parce qu'en fait, ils vont mettre en avant leurs compétences qui est, nous, on est capable de shipper énormément de features. Du coup, quand je fais un petit tableau avec beaucoup de features, en fait, je montre que je vais très vite et que je peux être vachement pertinent.
aussi souvent, on met la secret sauce. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un petit peu plus magique que les autres? C'est toujours une slide un peu personnelle. Si vous avez envie d'y mettre un peu d'humanité, parce que là vous allez voir, c'est très robotisé, il y a un template, il y a un pattern. Je vais vous expliquer après pourquoi il faut vraiment le reprendre. Si à un moment vous voulez mettre un petit peu de petite touche d'humain dans la secret sauce, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et la secret sauce, après, ce qui est aussi intéressant avec la secret sauce, c'est que parfois, et même la plupart du temps, la secret sauce, elle se cache à un autre endroit. Typiquement, ça peut être les feedbacks d'un client. Sur un marché où les acteurs ne font pas du tout de service client, si vous avez des super témoignages clients, ça peut être une super opportunité. Secret sauce de Captain Train, par exemple, c'était effectivement les gens qui tweetaient des messages d'amour à destination de Capitaine Train, et à l'inverse des gens qui tweetaient des messages de haine à leurs concurrents. Donc la secret sauce, ça peut être vraiment, vous pouvez vraiment la caler à un autre endroit. Ensuite, il y a vraiment la partie business. La partie business, c'est très simple, c'est votre modèle. Est-ce que vous faites de l'abonnement? Est-ce que vous faites du one shot? Combien vous coûte un client? Combien vous margez dessus? Aussi peut-être plus dans les business, on va dire, de services, de montrer un peu en quoi vous êtes un petit peu plus optimisé que les autres. Mais vraiment marge et modèle, panier moyen, et combien vous faites à chaque fois que vous signez un deal. La partie de distribution, là aussi quand on est au tout début, et je pense que ça va être le cas pour vous, c'est une slide qui n'est pas évidente à faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, notamment quand on commence et qu'on a des petits budgets, on n'a pas beaucoup de chiffres à donner sur quels sont tous mes canaux d'acquisition, combien un commercial peut closer par mois, concrètement quel est mon coût d'acquisition et quels sont les canaux les plus pertinents. Au début, c'est peut-être ce que vous avez fait, soit on a un canal qui marche très bien et on le fait à fond, et dans ce cas-là, vous le mettez. Si vous avez testé plein de canaux et que ça part un petit peu dans tous les sens, cette slide elle va être beaucoup plus dure. Donc c'est à ce moment-là, pareil, stratégie de l'aiguille, plutôt avoir un canal que vous connaissez bien, et même ça peut être une bonne chose pour vous, de vous dire là on a fait plein de trucs et finalement on n'a pas de grosses trends, d'essayer de retravailler un petit peu dessus. Quand on commence, c'est beaucoup mieux de se dire ok, quelle est la stratégie de distribution que je vais avoir, et autant qu'elle soit simple, parce qu'on n'est pas beaucoup, donc autant aller avec la stratégie de l'aiguille direct droit à l'essentiel. Et ensuite vos KPI à vous. Là, vos KPI à vous. Généralement, un investisseur professionnel, il vous aura mis très rapidement dans une case. Normalement, s'il a vu tout ça avant, il vous aura déjà mis dans une case. Il sait globalement quels sont vos enjeux, quelles sont vraiment vos priorités. Donc vraiment, la partie KPI, soyez simple. Quels sont les indicateurs que vous suivez? Essayez pas de faire des choses exotiques. Mais si jamais vous avez craqué un marché et que vous avez ciblé un KPI sur lequel vous pensez que vos concurrents n'ont pas vu, eh ben, ça peut être l'occasion de le mettre. Mais mettez-en qu'un. Non, tu peux. Ouais, 3 c'est très bien. Et si tu en as un exotique, ça va. Mais fais pas 3 KPI exotiques. Tu vois, tu peux très bien dire, voilà, moi mon KPI hyper important, c'est combien je dépense pour avoir un lead sur Facebook. C'est prioritaire et du coup c'est ça que je dois optimiser. Et du coup la suite de l'histoire, c'est que je vais recruter un mec qui est professionnel en Facebook Ads et je vais essayer de créer de la viralité sur du contenu. Tu vois, l'histoire en fait elle va suivre. C'est hyper important ce que vous allez mettre en KPI, parce qu'après tu as toute la suite de l'histoire qui va se mettre, notamment sur la partie future. Gros bloc, l'humain. Bon, généralement c'est quelque chose qu'on fait, mais c'est assez dur d'apporter de la valeur ajoutée pour un investisseur. C'est assez dur de voir la valeur ajoutée dans une slide équipe pour des gens quand c'est la première fois qu'ils entreprennent ou qu'ils n'ont pas forcément un gros track record. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre niveau pour vraiment délivrer de la valeur ajoutée sur une slide d'équipe ou d'humain? C'est montrer toutes les tâches que vous êtes fiers d'avoir accomplies ces 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, j'ai permis d'acquérir 100 clients.
j'ai automatisé un système de recrutement et je sais pas, et j'ai recruté 4 personnes. Ça, c'est un très bon achievement et c'est ça qu'il faut montrer. Qu'est-ce que vous avez vraiment exécuté et vous le faites pour les membres de la team et pour les co-founders. Ouais. Ouais. Seul sur le projet, du coup, c'est quand même une slide compliquée. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que tu... Donc ouais, la question c'est du coup si tu es seul, qu'est-ce que tu mets dessus? Alors du coup tu as la deuxième slide qui est dans la partie humain, c'est ton histoire. Des fois l'histoire ça peut être un gros atout. Il y a des business qui te parlent quand le founder te raconte son histoire. Tu comprends tout de suite qu'en fait tu es sur quelqu'un qui est visionnaire, qui est passionné et qui ira jusqu'au bout. Donc, tu arrives à le transmettre dans une slide, enfin, passionné, quoi. Comment transmettre la passion dans une slide je raconte mon histoire? Ouais, un peu, ouais. Eh ben, tu vois, ça peut être très simple. Moi, il y avait une histoire que j'ai adorée. C'était une fille qui s'appelle Samantha. Et elles sont deux et elles ont monté Minastorm. C'est de la lingerie pour les ados. En fait, c'était très simple. Je suis allé en galerie commerciale avec ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a 12 ans. Moi, j'en ai 25. On est allé lui chercher un truc. On est allé chez telle marque, c'était trop olé olé. On est allé chez Petit Bateau, c'était complètement moche. Moi, j'ai vu une opportunité de marché qui était de se dire on peut faire un truc pour les jeunes filles qui peut être à la fois beau, avec un bel univers de marque et qui soit en dehors de tout ce qui est proposé. Et tu vois, là, l'histoire, elle est hyper parlante. Oui, c'est ça, donc t'écris ça dans ta slide. Tu peux mettre une photo qui résume ton histoire, tu peux mettre 2-3 mots sur ce que tu as vécu, tu vois, ou tu peux mettre aussi un lien potentiellement vers une vidéo ou un podcast que tu as enregistré, tu vois. Ça peut être... je déconseille de mettre des liens vers des sujets externes. Déjà, il y en a en vrai, quand tu le traques, tu vois qu'il y a très peu d'investisseurs qui vont cliquer dessus, mais voilà, envoyer à part. Mais c'est quelque chose qui est faisable, tu vois. Et ensuite, dernier gros bloc, et pas des moindres, c'est le futur. Normalement, on le met très souvent à la fin. Ça arrive vraiment de le voir dans d'autres endroits dans le deck, soit au tout début, soit vraiment à la fin. Mais normalement, ça doit découler limpidement de tout le reste. Je pense que ça vous semble évident. C'est un peu tarte à la crème de dire ça. Il y a 3 choses qui sont hyper importantes. C'est quel est votre plan opérationnel sur les 24 mois. Donc, je vais recruter tant de personnes, je vais prospecter tant d'entreprises, je vais essayer de mettre des objectifs. Vraiment un objectif. Mon objectif, c'est sur mon site e-commerce de faire 20 000 clients en 24 mois. Ou mon objectif, ça va être d'avoir tant d'utilisateurs ou de générer tant de chiffre d'affaires. Mais vraiment, avoir un objectif et derrière les étapes qui vous semblent importantes pour y arriver. Donc typiquement, si on reprend l'idée de la marque en ligne, je veux arriver à 20 000 clients. Avant, on a montré que Facebook et l'engagement, c'était pertinent. Ok, je vais recruter 2 personnes spécialisées sur les réseaux sociaux et je vais injecter tant sur les réseaux sociaux pour arriver à ça. Et normalement, si vous avez bien fait le reste, sur le modèle et avec avec le modèle et les indicateurs, on va tout de suite se dire, ok, il y aura tant de recrutement, il y aura tant injecté sur les plateformes, normalement, ça va y aller. Et en plus, avec la petite slide marge qui allait bien, on pense qu'à la fin de ces 24 mois, potentiellement, elle va être à l'équilibre ou elle va marger. Donc c'est vraiment la conclusion. Ne le faites pas au début. Essayez pas de ressortir votre fichier Excel. Des fois, justement, ça peut vous faire prendre un peu de recul, mais vraiment de se dire, ça doit être la conclusion de tout ce que j'ai dit avant. Alors après, tu peux très bien faire le schéma inverse. Il y en a aussi qui font ça. Ils vont commencer par le plan. Ça peut être une très bonne idée. Où est-ce que j'ai envie d'être dans 24 mois? Quel est mon cash plan pour les 24 prochains mois? Et derrière, je vais construire l'histoire. Donc vraiment, le futur. Et dernier truc hyper important, c'est votre vision. C'est vraiment votre rêve. Si vous avez envie de devenir le prochain Google ou le prochain Facebook, dites-le, n'ayez pas peur. Bon, derrière, il faut aussi effectivement que vous ayez exécuté et qui montre que vous êtes capable d'y aller. Faut aussi que ça soit à la hauteur de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais c'est hyper important de dire votre vision. Est-ce que vous voulez être
premier sur un tout petit marché? Est-ce que vous voulez être le chef du village? Est-ce que vous voulez être le chef du pays? Donc, et n'hésitez pas à le dire. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise chose à dire. Mais moi, je veux être la référence sur ce marché-là. Et il n'y a pas de mal à le dire. Et vraiment, dites votre vision. C'est hyper important. Et dans la vision, tu dis aussi, je veux être français, européen, mondial. Exactement, exactement. Quel marché, à quelle taille, et même, tu vois, si aujourd'hui tu fais, je sais pas, un outil qui te permet de faire de l'email, mais qu'en fait ta vision c'est de partir de l'email et derrière de faire le plus grand CRM et de détrôner le Salesforce, dis-le. Mais tu dis clairement, ma vision c'est email, ensuite ça va être CRM, ensuite ça va être qualification lead, ensuite ça va être content, et je vais le faire dans ce sens-là. Tu vois. Ton cash plan c'est très simple. C'est l'argent que tu demandes et comment est-ce que tu vas le dépenser. Et ne pas hésiter à être précis. Tu vois, les gens qui te mettent, erreur qu'on voit assez souvent, c'est de te mettre, ok, je lève 1 million, et on t'a un espèce de camembert avec 33% de sales, 33% de tech ou un peu plus, et derrière 33% de F&A, d'acquisition et de machin. Vraiment, n'hésitez pas à détailler. Ça, en fait, c'est rassurant d'avoir quelqu'un ouais, c'est rassurant de dire, ben voilà, je lève 1 million, j'ai envie de recruter 5 personnes, un tel va me coûter tant, un tel va me coûter tant, un tel va me coûter tant. Dans ma stratégie, j'ai prévu de mettre tant sur Facebook, et voilà. Donc tu vois, à la limite, s'il y a une slide qui ne doit pas être très belle, où il doit y avoir 10 lignes, tu vois, mais c'est celle-ci, vraiment. Un peu crédible aussi. Exactement. Il n'y a rien de plus rassurant qu'un mec qui te demande de l'argent et qui t'explique très précisément où est-ce qu'il va le mettre. Et tu vois, et c'est d'autant plus parlant si vous allez voir des gens qui sont bons dans une industrie. Par exemple, imaginons, toi, tu vois, dans la formation, tu vois, tu veux lever avec des gens qui connaissent très bien ce marché-là. Bah déjà, ils pourront effectivement te faire un retour. Et en plus, ils pourront, imaginons, il y en a un qui est professionnel sur la vente dans ton marché, il pourra tout de suite te dire, ah bah en fait, ouais, je serais content de mettre, 70 000 € pour qu'il recrute un super sales. Et tiens, je vais lui recommander un sales. Tu vois, à ce salaire-là, je sais, je vais lui recommander. Donc, le mec, là, c'est top pour l'entrepreneur. Exactement. Exactement. C'est une situation un peu idéale. Là, du coup, vous avez vu, c'est vraiment un framework. Vous allez peut-être revoir votre deck et vous allez peut-être vous dire, ah, ça correspond pas trop, j'ai pas trop envie de faire ça, c'est un peu, j'ai envie de déroger un peu à la règle. Forcez-vous à rentrer dans ce template. Vraiment, forcez-vous. En fait, tout simplement, c'est pourquoi aujourd'hui, les investisseurs, ils ont une grille de lecture. Et leur grille de lecture, c'est celle que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, ils ont tous la même grille de lecture. Derrière, à côté de votre deck, ils ont un fichier Excel ou un Google Form. Et potentiellement, ils vont le pré-remplir et ils vont faire du suivi par rapport à ça. Donc, ne réinventez pas forcément la roue. Reprenez les 6 blocs, mettez-le dans le sens que vous voulez. Mais en tout cas, il faut essayer de faire en sorte que tous les éléments y soient. Refaire un modèle de deck comme ça se fait. Il y a des gens géniaux qui l'ont fait, des gens très talentueux. Mais d'une, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'ils se sont pris des milliers de portes avant d'avoir le bon modèle de pitch deck, avant de réussir quelque chose de sympa. Et ce que l'histoire ne dit pas non plus, c'est qu'il y a toujours des chanceux. Et la chance fait partie de l'entrepreneuriat et que forcément, ceux qui ont un petit peu plus de chance gagnent à la fin. Donc moi, je vous souhaite d'avoir de la chance, mais si d'un point de vue rationnel, mieux vaut essayer de jouer le jeu des investisseurs et de leur faciliter la lecture. Le mot d'ordre derrière tout ça, c'est la simplicité. Restez un peu simple. Là, je vous ai montré 17 slides, mais si vous avez une idée par slide, c'est très bien, c'est très simple. Essayez pas forcément de le complexifier. Pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas réinventer la roue et de rester simple? C'est que je pense le point le plus important de ce matin, c'est de jamais oublier, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, quel est le but selon vous d'un pitch deck investor? Bon, le but, c'est très simple, en fait il y en a deux. Le premier, c'est de permettre à un investisseur de vous mettre dans une case le plus rapidement possible. Il doit vous mettre dans une case et il doit penser que dans cette case, vous êtes bon.
C'est la seule chose qui est hyper importante. Et la deuxième chose, c'est lui donner envie d'en savoir plus. Si vous dites trop de choses dans votre deck, à la fin, il n'aura pas envie d'en savoir plus, il n'aura pas envie de vous appeler pour vous poser des questions. Et en fait, limite, votre deck il sera trop parfait et il ne va pas vous rappeler. Donc, dans un deck, il ne faut surtout pas essayer de le surcharger. Il ne faut surtout pas essayer de vouloir tout dire. C'est vraiment une grosse erreur que je vois hyper souvent, vouloir tout dire. Ça ne sert à rien. Gardez des infos pour vous. Moi, j'aime bien le mot du breadcrumb, laisser des miettes de pain. C'est un mot d'ordre que vous allez avoir sur toute votre levée de fonds. Il faut, généralement, quand on est en levée de fonds, on y va à fond. On va le voir juste après. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de distribuer des infos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des infos qui sont super positives. Et bien, commencez avec votre deck. Votre deck, c'est peut-être le crouton ou un bout de mie de la baguette. Et derrière, vous allez laisser plein de miettes de pain. Si vous avez, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la slide de cible avec vos 15 prochaines targets. Peut-être que si vous êtes en train de travailler sur un gros client qui va vous faire un énorme CA, peut-être qu'il ne faut pas le dire. Peut-être qu'il faut essayer de le garder pour pouvoir l'annoncer un peu plus tard, 2 ou 3 semaines après avoir envoyé votre deck. Au fait, on a signé un tel, il va nous faire tant de CA. Essayez vraiment de garder, de penser quand vous l'écrivez, à essayer de garder des news et à avoir une vision à 6 mois et de vous dire « Ok, là j'envoie mon deck maintenant, mais qu'est-ce que je vais envoyer dans 2 semaines? Qu'est-ce que je vais envoyer dans 1 mois? Et qu'est-ce que je vais lui dire dans 6 mois ?» Donc je résume, n'oubliez jamais le but du deck, donnez envie à la personne qui va le lire d'en savoir plus, donc surtout pas tout dire, et la personne de vous mettre dans une case et du coup respecter sa grille de lecture. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir un petit pattern. Ça j'y tiens. On a vu, là on faisait des sessions de recrutement pour le programme SeedUp là il n'y a pas longtemps. On voit, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs des fois qui me pitchent pour aller lever des fonds, ou des fois beaucoup d'entrepreneurs qui m'envoient leur deck. Je suis des fois outré de la faible importance qu'accordent les entrepreneurs à la première impression et à la première minute durant laquelle ils vous rencontrent. Et ça se répercute notamment sur leur deck, de voir à quel point les 3 premières slides ne sont pas travaillées. Les 3 premières slides, elles doivent être simples, épurées, belles, punchy. Vous devez tout envoyer le paquet. Il y a franchement, vous devez tout donner sur vos 3 premières slides. Vous devez les travailler. Si vous devez payer un designer ou un pote graphiste pour vous les refaire et faire un truc léché, un truc bien, ça peut être un énorme chiffre. Ça peut être 100 000. 100 000 en 6 mois, voilà. J'ai eu 100 000 utilisateurs en 6 mois. Ça peut commencer comme ça un pitch deck, mais vraiment la première impression, les 3 premières slides, elles sont vraiment capitales. Parce que on sous-estime tout le temps, bon, vous le connaissez, je sais qu'il y a des sales parmi vous, vous avez de l'expérience. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça, mais sur un deck, c'est exactement la même chose. C'est vraiment essayer sur les 3 premiers, vraiment de sortir votre plus gros point fort. Est-ce que votre point fort, c'est votre équipe? Si y en a un qui a bossé chez Google, l'autre 10 ans chez Facebook et l'autre qui a monté une boîte, bah, votre point fort c'est l'équipe, tu le mets en premier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si tu as eu 100 000 utilisateurs en 6 mois, tu le mets en premier. Mais vraiment, la première impression, c'est vraiment ce qui doit marcher. Je vous le répète, c'est tellement important, tu vois, de voir quelqu'un qui arrive dans ton bureau, qui traîne des pieds, de voir quelqu'un qui se pose, qui n'est pas prêt, qui a oublié son adaptateur HDMI ou quoi. Vraiment, c'est dommage. On arrive, avant de rentrer dans une salle, on respire. Là, le coup des 3 grandes respirations, le cri de guerre s'il faut, peu importe. Mais arriver avec la banane, toute votre énergie. Si ça se tasse un peu pendant le rendez-vous, c'est normal. On est des êtres humains, on peut pas être des machines de guerre sur 1 heure de rendez-vous. Mais au moins, mettez vraiment à la fois sur vos rendez-vous et sur votre deck, mettez le paquet, 80% de vos efforts sur le début. C'est super important. Je le répète, beaucoup d'investisseurs mettent les gens, leur métier c'est de mettre des gens dans des cases très rapidement. Donc en tout cas de faire comme ils sont très sollicités, ils doivent faire un pré-filtre très rapide. Et du coup, les premières secondes sur votre deck et les premiers pas que vous faites dans leur bureau. Donc les 3 premières slides, je répète l'importance, le design. Essayez à minima d'avoir
une cohérence un peu graphique avec vraiment l'ADN de votre marque. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, la police qu'il y a sur leur site et les couleurs qu'il y a sur leur site internet, c'est pas les mêmes que celles qu'il y a dans leur pitch deck. Moi, je l'assume entièrement, j'aime bien les belles marques, j'aime bien les beaux produits, j'aime bien quand c'est léché, quand c'est travaillé, j'aime bien quand il y a une hiérarchie visuelle, ça m'aide à lire en fait. Quand c'est, on le voit tout de suite quand il y a eu un petit travail de designer, ça facilite les yeux, c'est moins agressif, il y a des couleurs qui sont un peu plus simples à lire, il y a une plus belle hiérarchie visuelle. Vraiment, n'hésitez pas à passer un petit coup de polish sur vos decks à quelqu'un qui fait des belles présentations ou même à quelqu'un qui est designer ou graphiste dans votre entourage. Ça prend 10 minutes et lui, il va vous recadrer des trucs, il va dire « Ah ok, la hiérarchie, elle n'est pas bien là, là c'est pas bien placé, cette slide-là, la divise en deux. » Et ça fluidifie un petit peu, c'est vraiment du contenu, c'est pas fondamental, mais ça peut être choquant pour certains investisseurs. Ils voient votre deck, ils n'ont jamais vu votre site, ils regardent votre deck, ils ont kiffé, ils vont sur votre site et là, ils arrivent dans un univers qui n'a rien à voir. Alors là, chez moi, c'est carton jaune. Tu vois. C'est attention, pourquoi est-ce que c'est en décalage? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sentent très mauvais en design ou pas forcément à l'aise avec le graphisme et... Ouais, je suis comme toi. Exactement, moi j'étais nullissime. Ça s'apprend très rapidement et surtout aujourd'hui. Bon, là vous voyez, j'ai des slides qui sont pas trop moches. Il y a un super site, notamment pour tout ce qui est Google Slides et PowerPoint, qui s'appelle Slide Carnival, où il y a plein de thèmes réutilisables. Vous pouvez derrière changer un peu la police, changer la couleur, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais derrière, vous avez quelque chose de beau, de propre, et que vous pouvez derrière un peu ajuster avec votre marque, ne serait-ce que la police, ajouter le logo de votre boîte et les couleurs, quoi. Donc, mini effort par rapport à ça. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui peut éliminer une barrière en plus. Ensuite, on va parler un petit peu du roadshow et de l'organisation. Désolé, il y a un problème d'ordre dans les slides. Évitez au maximum de faire toutes les stratégies de gros hacking, j'envoie 10 000 emails, où je fais du LinkedIn comme un mort de faim, avec des investisseurs. En fait, ça se voit tout de suite, un message qui est pas un message générique. Vous tapez plein de barrières. Là aussi, il y a des gagnants, tu vois, il y a des gens qui le font, qui n'ont pas de réseau, qui envoient 20 000 emails et ils ont 2 réponses et ça leur ouvre des portes et derrière ils y arrivent. Il y en a, la vérité c'est que c'est comme avec la slide marché, c'est vraiment avec une aiguille. Mieux vaut avoir quelqu'un qui vous présente à un investisseur ou à quelqu'un du réseau et à cette personne-là, vous allez lui demander de faire un effet de réseau et de vous présenter d'autres personnes et d'avoir vraiment cette stratégie-là et de prendre un petit peu de temps avant de faire votre roadshow pour connaître du monde comme ça, plutôt que d'essayer 20 000 emails. Moi, je connais aujourd'hui très peu de gens qui y vont vraiment comme des bourrins et qui au final y arrivent. Il y en a sûrement pour qui ça marche, mais la réalité c'est que vous ferez beaucoup mieux de vous faire une liste d'investisseurs idéaux, vous faire une liste d'investisseurs pourquoi pas, vous faire une roadmap un peu de comment est-ce que vous pouvez atteindre les personnes, qui est-ce qui peut vous faire des intros et de faire ce travail-là sur une journée, de vraiment mapper un peu les VC qui vous intéressent, les BA qui vous intéressent, de vous dire qui est-ce qui peut me les présenter, comment est-ce que je peux m'approcher un peu de manière intelligente. Ça marche beaucoup plus et en plus sur le futur, certes vous allez me dire ouais c'est beaucoup plus facile d'écrire un email et de l'envoyer à 10 000 personnes. Mais en fait, vous construisez rien du tout en faisant ça. Vous faites juste vous griller votre nom de la personne qui va lire votre email, s'embêter et qui au final va être très vite dégoûtée parce qu'elle ne vous connaît pas et elle ne sait pas d'où vous sortez. Mais si vous faites ce jeu de réseau et d'aller chercher les gens un par un, et ben vous allez construire un réseau sur le futur qui va être énorme et qui va être beaucoup plus puissant et je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Du coup, sur l'organisation, go big or go home, ce qui se passe très souvent, c'est que généralement les 3-6 mois, des fois ça dure un peu plus longtemps, 9 mois de roadshow,
c'est vraiment une partie sur laquelle l'entrepreneur sort de sa boîte et passe la moitié, si ce n'est 100% de son temps, sur sa levée de fonds. Donc il y a un sujet d'organisation qui est hyper important. Je vous parlais juste avant de mapper un peu les investisseurs, ça c'est une première tâche de l'organisation. Mettre en place un CRM avec, ou ne serait-ce qu'un suivi de contact avec tous les gens avec qui vous êtes en relation. Gardez-vous des créneaux de libre. Généralement, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont te répondre par texto et qui vont te dire ok, ce soir à 18h tu es libre. Ça peut faire marquer des points de dire bah ouais, je suis dispo. Donc gardez-vous quand même des créneaux de libre pour des déjeuners, des cafés en sortie de boulot ou tôt le matin. Essayez vraiment de garder des créneaux où vous pouvez caler des rendez-vous et avoir un petit peu de place à l'opportunité, parce que des fois ça peut se passer très très vite. Des fois, il y a des opportunités qui peuvent se créer vraiment en un texto, tu es dispo demain, ouais, je suis dispo. Si vous avez tout votre agenda de rempli au moment où vous commencez à contacter des investisseurs, vous ne pourrez pas les rencontrer et derrière, ça ne pourra pas le faire. Parce que c'est quand même beaucoup d'humains, qu'on se le dise. C'est de la vente, c'est de l'humain. Il y a une partie d'irrationnel là-dedans. Donc il faut être dispo, il faut parfois se déplacer, il faut prendre son téléphone et passer des coups de fil. Mais du coup, pour ça, il faut avoir du temps. Avec votre team, il y a des sujets qui sont hyper importants. Le premier, c'est de leur reporter ce que vous faites parce qu'ils ne vont pas beaucoup vous voir. Moi, j'ai une expérience avec un CEO qu'on n'a pas vu pendant 2 mois quasiment. C'est un super moment pour déléguer en tant que CEO. Généralement, on prend, quand on est un peu son CEO, quand on est le CEO de la boîte, on prend son bâton de pèlerin, on y va, on prend son téléphone, on prend son petit CRM et on y va un peu tout seul. C'est un merveilleux moment pour trouver les leaders dans votre équipe, leur confier des sujets, vous sortir un petit peu de tâches opérationnelles et surtout de leur parler de la pression qu'ils vont un peu recevoir, parce que vous allez leur demander d'accélérer justement pour avoir en permanence des petites miettes de pain. Donc vous allez mettre la pression sur les commerciaux ou sur votre commercial pour lui dire ouais, est-ce que ce client-là tu peux pas le closer vite, ça serait super bien. Vous qui passez énormément de temps à faire du recrutement, ça peut être l'occasion de déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, organisez-vous bien dans votre temps. Si vous êtes encore que 2 et que vous êtes à un stade où vous êtes que 2 avec 1 ou 2 prestats, vraiment organisez-vous et dites ok, qui fait quoi, comment tu peux reprendre quel sujet et passez un petit moment pour vous organiser et partez pas comme ça. Franchement, il y a des boîtes qui explosent en pleine levée de fonds parce que il y avait tellement de choses qui dépendaient du CEO que le jour où il est plus là et qu'il se laisse embarquer, parce qu'en plus c'est excitant parce que tu vas chercher de l'argent, donc il y a des personnalités chez qui c'est hyper motivant, mais en fait ils oublient complètement leurs associés et la team qu'il y a derrière, quoi. Et quand vous aurez une petite équipe, vraiment, ce que je vous souhaite, c'est vraiment à la fois identifier des leaders sur des métiers à qui vous pouvez confier des sujets, mais aussi un leader d'ambiance. Comme vous êtes les CEO de votre boîte, c'est sûrement vous qui mettez un tout petit peu plus l'ambiance. C'est vous qui êtes vraiment l'ADN, donc si vous pouvez repérer des leaders sur cette partie-là, c'est vraiment top. Donc là, je sais que vous êtes au début et que c'est pas encore des sujets hyper important, mais en tout cas vraiment retenez en tête qu'il faut s'organiser, il faut se répartir les rôles, notamment quand on est 2, il faut qu'il y en ait un qui accepte d'y aller et l'autre qui accepte de ne pas y aller. Et c'est le jeu, et celui qui va pas, il va bosser tout autant et opérationnellement il aura du taf, quoi. Du coup, la question que tu avais tout à l'heure un peu sur le roadshow, comment est-ce que tu t'organises, en parlant avec quelques amis entrepreneurs qui ont fait des belles levées, la première fois, alors quand tu es à ta 2e, 3e levée, c'est vraiment différent, c'est pas du tout, mais vraiment quand c'est la première fois, et ce qu'il te faut, c'est de l'entraînement. Ce qu'il faut, c'est au maximum acquérir de l'expérience, en fait, il faut apprendre à le faire 100 fois, et les 100 fois avoir la même énergie, la même fluidité, la même simplicité. La première fois que tu pitches, tu peux pas être fluide, simple et souriant. C'est pas possible. Donc il faut s'entraîner à le faire plein de fois. C'est comme un commercial qui prend un téléphone. Les 100 premiers appels, il va peut-être avoir un lead et puis au bout de 5 mois, 6 mois, il va en engranger beaucoup plus. C'est exactement pareil. Du coup, une bonne manière pour vraiment s'entraîner,
c'est déjà effectivement s'entraîner avec des gens que vous voyez de manière, ça peut être un ami entrepreneur, ça peut être des gens autour de vous, mais vraiment pensez à le faire 1 ou 2 fois par jour. Début de journée, tiens, je commence, je vais pitcher, ça prend 10 minutes, je fais dérouler mon deck hyper rapidement et j'essaye à chaque fois de réduire le temps et de toujours garder le sourire. C'est un personnage, il faut être vraiment dans son personnage, il faut y aller, il faut toujours mettre le même entrain, c'est difficile. Justement, en termes de temps, tu préconiserais quoi? À quel niveau? En termes, bon, on a dit 7 slides, toi tu les envoies, est-ce qu'à un moment donné on va les pitcher? Donc en termes de pitch, concrètement, tu envoies 17 slides, parce que tu parlais de 4 minutes, je crois, 3-4 minutes. Bah, donc la question c'est combien de temps tu réserves à ton pitch. L'humain, il est très simple, c'est aux gens qui ne connaissent pas, il va leur accorder très peu de temps, et plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas lui apporter du temps. Si tu essayes de faire la même chose avec un investisseur, tu vas avoir exactement la même stratégie. C'est d'abord, j'essaye juste d'envoyer un email très court, très concis. Ensuite, je vais essayer de lui demander 5 minutes de son temps pour lire mon deck. Et ensuite, je vais essayer de lui gratter 1 demi-heure, 45 minutes pour aller le voir, lui présenter potentiellement un deck annexe avec toutes les questions que toi tu auras anticipées et de pouvoir dérouler à ce niveau-là. Donc vraiment, je pense que c'est de la psychologie humaine, tu vois, c'est vraiment essayer de respecter le fait que tu vas monter en termes de temps, quoi. 5 minutes, grosso modo, si on a une opportunité. Ouais, moi la première fois que je lis un deck, je le lis vraiment 3-4 minutes, quoi. Et du coup, c'est pas forcément le même deck. C'est un deck un peu plus court que tu peux envoyer sans voice-over. Exactement. Et c'est, t'as même, ce qui est de plus en plus recommandé, tu vois, c'est d'avoir un deck et d'avoir un deuxième deck avec beaucoup d'annexes. Et dans ces annexes-là, tu vas faire, typiquement, tu vas aller voir dans le roadshow. Du coup, c'est parfaitement lié avec la slide. Dans le roadshow, tu vas pitcher et tu as quelqu'un qui va te poser une question. Ça va être une question, ton mentor ou quelqu'un qui fait du business avec toi va te poser une question hyper pertinente et précise et tout. Est-ce que ça va intéresser un VC qui est pas spécialement qui connaît le marché, mais qui a juste envie de se faire une idée globale sur toi? Non. Mais du coup, c'est une question que lui aussi probablement va te poser. Donc tu vois, ce qui peut être bien, c'est de te faire des slides annexes et petit à petit les répondre avec toutes les réponses que tu peux avoir et avec beaucoup plus de détails sur tes chiffres, ta stratégie et ce genre de choses. Et du coup, ça, tu peux le présenter en one-to-one quand la personne t'accorde 1 heure ou un peu plus. Ou une deuxième stratégie, ça peut être de faire une data room, tu vois, donc un Google Drive avec un mini deck sur le commercial, un mini deck sur le recrutement, un mini deck sur ta vidéo de produit, de démo, tu vois. Et tu peux te faire une petite data room comme ça, mais que tu vas pas envoyer au moment de ton pitch. La data room, tu l'envoies vraiment aux gens qui t'ont dit ouais, je veux y aller, mais j'ai pas mal de questions. Et du coup, tu vas remplir un petit peu avec ce funnel-là. Donc, entraînement, pareil, questions de plus en plus pointues. Ensuite, mentor. Des gens dans ton business aussi, des gens dans ton opportunité. Ça peut très, très bien valoir le coup d'aller pitcher pas forcément pitcher en mode levée de fonds, mais au moins envoyer un petit avis du deck, soit à un fournisseur, soit à un client, avec qui tu t'entends bien, qui sait que tu vas lever des fonds. Tu peux avoir des données marché qui peuvent être intéressantes. Une idée intéressante, ça peut être effectivement de faire une liste idéale de vraiment des personnes que vous aimeriez bien. Vraiment que vous aimeriez, soit pour une question d'industrie, soit pour une question d'expertise. Et vraiment de vous faire une short list avec entre 10 et 50 personnes avec qui vous aimeriez vraiment travailler. Et d'aller voir ces gens en dernier, au moment où vous êtes le plus près. Et d'avant, ça se fait très bien, notamment pour des petites séries A, de faire une liste de BA, ou de gens que vous n'avez pas spécialement envie de voir ou d'avoir à votre board, mais de quand même aller les rencontrer pour vous chauffer au marché. Déjà d'une, parce que si vous êtes bon, vous aurez un super bon, effet de réseau et vous pourrez aller voir votre liste idéale en position de force et en disant que vous avez déjà des gens. Et ça, c'est très important.
Ne pas aller voir son contact avec son contact favori avec j'ai assuré 0, je suis un peu à poil maintenant. Après, tu peux Ça dépend. S'il y a de l'humain, tu vois, c'est différent tu même. peux peut-être aussi avoir le mec. Ouais, qui, derrière, clairement, va clairement. tirer la plug des gens qui se disent ah, il y est quoi. Ouais, ça c'est tout à fait raison. Ouais. C'est tout à fait possible, ouais. Pardon. Mais je comprends, mieux s'entraîner sur des gens que tu ne connais pas, effectivement, avoir déjà une liste et puis aller voir les gens et susciter finalement l'intérêt et l'envie. Ouais. Ça peut être ça aussi. Bah, tu vois, là dans ton cas, dans ton cas précis par rapport à ta question, tu as fait une super rencontre. Tu es au début, le mec veut te suivre, potentiellement il peut, imaginons, il peut investir, il peut te suivre, il peut t'apporter énormément. Donc là c'est top, c'est sûr que là il va te faire dérouler la pelote de laine, il va te faire avancer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va beaucoup adorer, que tu lui dises dans 3 mois, écoute, là j'ai 3-4 personnes qui sont chauds, qui sont motivées, qui veulent mettre tant. Du coup, est-ce que toi ça en dit? Et tu vois, là tu as eu de l'humain, vous n'avez peut-être pas forcément parlé de chiffres, ça s'est super bien passé au niveau métier. Tu vois, ça peut valoir le coup au moment où tu parles de chiffres, de déjà avoir un petit truc à manger. Et que ça soit pas en mode je mets toute mon énergie sur toi et je repose tout sur toi. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile.